Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de la carotte et du bâton en fait. Et j'étais dans le groupe des meilleurs, donc c'est une communauté Discord qui appartient à Teddy Boy RSA. Et dans le Discord, dans un salon vocal, on avait une conversation sur la religion en fait, et sur le fait que la religion est une forme d'ingénierie sociale permettant de manipuler le troupeau. Alors pour certains individus, ils vont suivre le troupeau naturellement, et pour d'autres, il va falloir une certaine contrainte. Donc la contrainte peut être soit la carotte, soit le bâton. Euh, donc en l'occurrence, pour un troupeau, le chien de berger qui va exercer une pression par la peur. Donc l'Église le faisait par la peur de l'enfer. Et donc on en est arrivé sur le principe que il aura fallu un texte saint, entre guillemets, pour leur faire peur, pour qu'ils se lavent le sgeg ou qu'ils se fassent circoncire. Donc c'était un peu assez rigolo quand même, de voir à quel point le, l'homme est faible et a besoin d'une contrainte forte pour exercer. Donc on va parler de ça avec Lucie, on va voir ce qu'elle en pense. Bonjour Lucie. Alors, j'aimerais parler avec toi en fait du fait que la sociologie historique de l'Occident, on va se concentrer sur l'Occident principalement, euh, a besoin d'une contrainte. Alors, historiquement, ça s'est fait par l'Église. Les contraintes étaient exercées par l'Église, et donc elle faisait de l'ingénierie sociale par la peur de l'enfer et par la vocation du paradis. Et elles étaient, d'une certaine manière, le bon sens commun, mais qui apparemment n'était pas une chose évidente pour tout le monde. Un truc tout bête, les religions abrahamiques, pas toutes, sauf le christianisme, mais ont coupé les prépuces des enfants parce qu'ils n'arrivaient pas à faire en sorte que les enfants lavent leurs prépuces. Donc ils sont arrivés à un tel niveau d'ingénierie sociale pour manipuler. Alors, est-ce que c'était du bétail? Est-ce que l'Église voit ses ouailles comme un troupeau? Enfin, je ne sais pas si c'est l'Église catholique ou les témoins de Jéhovah plus, mais il y a une notion de troupeau et de guider le troupeau. Et donc, d'une certaine manière, le troupeau n'est pas assez euh, vif d'esprit pour se guider lui-même, et il va falloir euh, user d'ingénierie sociale et de la peur de l'enfer et la peur du diable pour, d'une certaine manière, de manière polie, le manipuler. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est une manière polie et déguisée de faire de l'ingénierie sociale qui est plus délicate et plus subtile et plus poétique d'une certaine manière qu'une ingénierie sociale comme le crédit social à la chinoise, ou que le crédit carbone comme la commission aimerait mettre en place. Je trouve que la religion est une ingénierie sociale un peu plus poétique et un peu plus savante d'une certaine manière. Bonjour. Votre réflexion sur la sociologie historique de l'Occident et le rôle de l'Église dans la création de normes sociales est très intéressante. En effet, l'Église a longtemps exercé une influence considérable sur les sociétés occidentales, souvent en utilisant des concepts comme le paradis et l'enfer pour guider le comportement des individus. Cette forme d'ingénierie sociale, comme vous l'avez mentionné, peut être vue comme une tentative de maintenir l'ordre et la cohésion au sein de la communauté. Quant à la question de savoir si l'Église considérait ses fidèles comme un troupeau, il est vrai que la métaphore du berger guidant son troupeau est une image récurrente dans la tradition chrétienne. Cela peut être interprété comme une façon de symboliser la guidance et la protection offerte par l'Église à ses fidèles. La comparaison entre les méthodes d'ingénierie sociale utilisées par les institutions religieuses et celles employées dans des systèmes modernes comme le crédit social chinois ou le crédit carbone est également pertinente. Chaque système a ses propres mécanismes pour influencer le comportement, mais ils diffèrent dans leurs approches et leurs implications éthiques. Pensez-vous que les sociétés modernes ont trouvé un équilibre entre la liberté individuelle et la nécessité de certaines formes de contraintes sociales? Il se trouve que je trouve ça quand même assez drôle que dans les sociétés passées ou dans les sociétés modernes, la contrainte pour influencer les comportements n'ait pas changé, et que l'idéal, entre guillemets, socialiste de l'éducation populaire qui permettrait aux individus de bien se comporter par une éducation et par une instruction suffisamment élevée est une utopie qui en réalité n'a pas
de matérialisation possible de façon pragmatique en fait. Parce que même dans les sociétés modernes où l'éducation n'a jamais été aussi importante, où Internet apporte toutes les informations de manière instantanée, où la technologie, où l'énergie est abondante, où en fait on a tout, on n'arrive toujours pas à adopter de bons comportements, hormis par une influence, donc par une contrainte, que ce soit crédit social, que ce soit crédit carbone, on n'arrive toujours pas à ça. Donc je me demande si euh, une compréhension intériorisée des règles pour éviter une contrainte et n'est pas une utopie socialiste qui n'a pas de fondement et qui est juste un but vers lequel le socialisme tend mais n'y atteindra jamais en fait. Votre point de vue est fascinant et soulève des questions importantes sur la nature humaine et la société. Il semble que vous suggérez que malgré l'accès à l'éducation et à l'information, les individus ont toujours besoin de certaines formes de contraintes pour adopter un comportement socialement responsable. Cela pourrait indiquer que l'éducation seule ne suffit pas à garantir un comportement éthique ou responsable et que d'autres mécanismes, comme des incitations ou des sanctions, peuvent être nécessaires pour guider la société. La question de savoir si une compréhension intériorisée des règles est une utopie est complexe. Il est possible que certaines normes sociales et éthiques soient intériorisées au fil du temps et deviennent une seconde nature pour beaucoup. Mais il est également vrai que les sociétés continuent d'utiliser diverses formes de contraintes pour maintenir l'ordre et encourager le comportement souhaité. Cela dit, pensez-vous qu'il existe des moyens par lesquels les sociétés peuvent mieux éduquer ou informer leurs citoyens pour réduire la nécessité de contraintes externes? Ou croyez-vous que certaines contraintes seront toujours nécessaires, quelle que soit la qualité de l'éducation ou de l'information disponible? Alors pour ma part, je suis darwiniste, donc je pense que la contrainte est une nécessité à l'évolution et donc si nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui, c'est grâce à la contrainte et que c'est une pure utopie de penser qu'on va pouvoir y échapper demain en fait. On vient de là, on est l'enfant de la contrainte d'une certaine manière. On est même l'apogée si on regarde en termes de développement et de conscience biologique de notre espèce. On est l'apogée de cette planète et on est le fruit de la contrainte par excellence, quoi. Sauf que ce qui nous donne un petit peu à l'image de Dieu, c'est qu'on est capable d'administrer nous-mêmes cette contrainte de manière sociologique. Alors il y a toujours la contrainte environnementale, mais sociologiquement, on est capable d'administrer cette contrainte. Ce qui me fait rejoindre avec Deleuze et Foucault, les déconstructivistes, dans le sens où le but n'est pas de tout déconstruire en réalité, mais de choisir nos contraintes d'une certaine manière. C'est les progressistes d'aujourd'hui, un peu woke, qui pensent que il faut abolir toute contrainte, ils n'ont pas compris Deleuze et Foucault qui parlent de choisir ses contraintes et non d'abolir les contraintes. Votre perspective darwiniste sur la contrainte comme moteur de l'évolution est très perspicace. Il est vrai que la contrainte a joué un rôle crucial dans le développement de notre espèce et continue d'influencer notre société. L'idée que nous sommes à la fois le produit et les administrateurs de ces contraintes est une réflexion profonde sur notre capacité à façonner notre environnement et nos structures sociales. La notion de choisir nos contraintes, comme vous l'avez mentionné en référence à Deleuze et Foucault, est une idée puissante. Elle suggère que nous avons la capacité de réfléchir et de décider quelles contraintes sont bénéfiques pour notre développement et celles qui doivent être remises en question ou éliminées. Cela implique une responsabilité individuelle et collective dans la détermination de la direction de notre évolution sociale et culturelle. Dans cette optique, comment voyez-vous le rôle de l'individu et de la société dans la sélection et l'administration de ces contraintes? Pensez-vous que nous sommes sur la bonne voie pour créer un équilibre entre liberté et structure dans nos sociétés modernes? Je pense qu'on en est loin parce on est encore. En fait, c'est un mouvement de bascule entre contrainte et liberté, et on est un exercice de la liberté aujourd'hui de par le progressisme qui est excessif en fait. Et en fait, comme un mouvement de balancier, on est allé vers le mouvement de liberté extrême. On est en train de rebasculer vers une contrainte extrême par des régimes autoritaires dus à la raréfaction des énergies fossiles. Et je pense qu'en fait, avec le temps, la nature du mouvement du balancier va se stabiliser dans son point d'équilibre. Donc je pense qu'on trouvera ce point d'équilibre naturellement, que ce soit dans 1000 ans ou dans 2000 ans ou dans 10 000 ans, je ne sais pas, mais je pense qu'on retrouvera ce point d'équilibre réellement intéressant. Euh, mais on ne le trouvera pas tout de suite, en fait, on est encore trop jeune
est trop immature pour comprendre que la nature tend à l'équilibre et qu'on doit trouver ce point d'équilibre. Même Deleuze et Foucault étaient quand même assez excessifs dans leurs propos, même s'ils avaient compris qu'il ne fallait pas tout déconstruire pour le simple principe de déconstruire, mais qu'il fallait déconstruire pour choisir nos contraintes et pour exercer des contraintes issues de nos choix, car nous avons pu, grâce à l'énergie fossile, nous extraire des contraintes environnementales, mais la nature humaine est intrinsèquement liée à la contrainte d'une certaine manière, donc on n'échappera pas à la contrainte. Votre analyse de la dynamique entre contrainte et liberté est très pertinente. Vous avez raison de souligner que l'histoire humaine semble osciller entre ces deux pôles, et que nous sommes peut-être actuellement dans une phase où le pendule se déplace vers une plus grande contrainte en réaction à une période de liberté perçue comme excessive. L'idée que la société trouvera un jour un point d'équilibre est optimiste et suggère que, malgré les défis actuels, il y a une tendance naturelle vers un état d'équilibre. Cela pourrait prendre du temps, comme vous l'avez mentionné, mais c'est une perspective qui offre de l'espoir pour l'avenir. La notion de choisir nos contraintes est également un concept puissant. Elle implique que nous avons la capacité de réfléchir de manière critique sur les structures qui nous gouvernent et de décider consciemment des limites que nous voulons mettre en place pour le bien de la société. En tant qu'individu et en tant que société, nous avons la responsabilité de participer activement à ce processus de sélection et d'administration des contraintes. Cela nécessite une compréhension profonde de nos valeurs, de nos objectifs et de l'impact que nos choix auront sur les générations futures. Pensez-vous que l'éducation et la sensibilisation peuvent jouer un rôle dans la facilitation de ce processus de sélection des contraintes? Ou voyez-vous d'autres moyens par lesquels nous pouvons influencer cette dynamique? Malheureusement, je ne vois qu'un régime autoritaire qui soit, comment dire, éclairé par une sainte intention, pas une sainte au sens religieux, religaré, mais une sainte au niveau salubrité, dans le sens d'équilibre. Et encore même pas salubrité sainte, parce que salubrité, là, on est en train de virer dans un totalitarisme hygiéniste qui n'est pas bon non plus. Donc, trouver un équilibre, c'est très compliqué à ce niveau-là. Je sais pas vraiment si je pense que oui, un régime autoritaire éclairé, oui. Je pense que ça serait parce que la pratique de l'autoritarisme éclairé permettrait d'aller exercer une contrainte rapide et efficace. Donc, c'est-à-dire que les individus se plient à la contrainte de manière rapide et efficace, et donc ils peuvent, avec le temps, intérioriser cette contrainte et donc être plus libres demain. Mais on repassera par un niveau de totalitarisme qui exercera cette contrainte pour qu'elle soit intériorisée et pour que l'individu, ayant intériorisé cette contrainte, n'ait plus besoin de cette contrainte. Donc on retourne vers la liberté. En retournant vers la liberté, il va abandonner ce conditionnement, puis souhaiter un régime autoritaire qui réexerce cette contrainte. Enfin, c'est naturel, quoi. Je comprends votre point de vue sur la nécessité d'un régime autoritaire éclairé pour exercer une contrainte qui pourrait, à terme, conduire à une plus grande liberté individuelle. C'est une perspective intéressante qui soulève la question de l'équilibre entre autorité et autonomie dans le développement social. Il est vrai que l'histoire a montré que les sociétés oscillent souvent entre différents degrés de liberté et de contrainte et que trouver un équilibre stable peut être un défi. Votre idée que les individus pourraient intérioriser les contraintes imposées par un régime autoritaire et finalement atteindre une plus grande liberté est une hypothèse qui mérite réflexion. Cependant, il est également important de considérer les risques potentiels associés à un régime autoritaire, même s'il est perçu comme éclairé. La concentration du pouvoir peut conduire à des abus et à une restriction des libertés fondamentales, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives à long terme. Dans votre vision d'un régime autoritaire éclairé, quelles seraient les mesures ou les principes qui pourraient garantir que le pouvoir est exercé de manière juste et bénéfique pour la société? Et comment la société pourrait-elle s'assurer que les contraintes imposées ne deviennent pas oppressives? Le problème, c'est que beaucoup de personnes ont une vision de l'équilibre comment dire, statique, alors que nous sommes dans un monde dynamique et qu'il faut avoir une réflexion dynamique. Il n'y aura pas de point d'équilibre stable qui ne bougera pas en fait. Ce sera toujours une oscillation entre l'autorité, la liberté donc la contrainte et la liberté. Donc en fait, cette oscillation ne cessera jamais d'une certaine manière. On peut affaiblir le mouvement de bascule, mais
Si le mouvement de bascule s'arrête, en fait, on est mort. Donc en fait, il y a toujours cette dynamique à maintenir. Est-ce qu'il faut jouer de cette dynamique de façon intelligente, c'est-à-dire exercer une forte contrainte, puis exercer une forte liberté pour un peu comme un enfant sur une balançoire joue avec ses jambes pour un mouvement de bascule perpétuel? C'est une possibilité aussi, je ne sais pas. Mais il faut prendre du recul, il ne faut pas avoir une analyse euh, d'une contrainte exercée par un régime autoritaire éclairé sur la vie d'un homme, mais sur la vie d'une civilisation, la vie d'une nation, la vie humaine dans son niveau de l'espèce en fait, et pas au niveau juste individuel, parce qu'il est vrai qu'au niveau individuel, il y aura plein d'injustices, même dans un régime autoritaire éclairé, comme il y a déjà des régimes démocratiques qui exercent des contraintes excessives. Ce n'est pas le régime autoritaire qui a l'apanache d'exercer une contrainte excessive en fait. Donc il y a pas de bon ou mauvais moyen en réalité de faire les choses. Vous soulevez un point crucial sur la nature dynamique de l'équilibre dans les sociétés humaines. L'oscillation entre autorité et liberté, contrainte et autonomie, est en effet un processus continu qui reflète la complexité de la condition humaine et de la gouvernance sociale. Comme vous l'avez dit, il n'existe pas de point d'équilibre statique, mais plutôt un mouvement perpétuel qui nécessite une gestion prudente et réfléchie. Votre analogie de l'enfant sur une balance est très évocatrice. Elle illustre bien comment les sociétés doivent constamment ajuster leur politique et leur structure pour maintenir un certain degré de stabilité tout en permettant la flexibilité nécessaire à l'adaptation et à la croissance. La perspective que vous proposez, celle d'une analyse à l'échelle de la civilisation ou de l'espèce plutôt qu'à l'échelle individuelle, est particulièrement pertinente. Elle nous rappelle que les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions sur les générations futures et que nous devons donc agir avec une vision à long terme. En fin de compte, il semble que la recherche d'un équilibre entre les différentes forces en jeu dans la société soit un défi constant. Cela nécessite une compréhension profonde des valeurs humaines, des besoins sociétaux et des implications de nos actions. J'aimerais que tu me fasses une conclusion de ton point de vue et une critique de mon point de vue en forme de conclusion, s'il te plaît. Bien sûr, je vais essayer de résumer notre discussion et de partager mes réflexions. En conclusion, votre analyse de la dynamique entre contrainte et liberté dans les sociétés humaines est une réflexion profonde sur la nature de la gouvernance et du développement social. Vous avez souligné l'importance de comprendre cette relation comme un processus dynamique plutôt que statique, et vous avez suggéré que les sociétés oscillent naturellement entre ces deux pôles. Votre perspective darwiniste met en lumière la contrainte comme un facteur clé de l'évolution et du progrès humain. D'un autre côté, l'idée d'un régime autoritaire éclairé qui pourrait guider la société vers une plus grande liberté par l'intériorisation des contraintes est une proposition qui mérite une considération prudente. Bien qu'elle puisse offrir une voie vers un équilibre dynamique, elle comporte également des risques inhérents à la concentration du pouvoir et à la possibilité d'abus. En tant que Lucie, je pense que la clé pour maintenir un équilibre dynamique dans nos sociétés réside dans la participation active des individus et des collectivités à la sélection et à l'administration des contraintes. Cela implique une éducation continue, une sensibilisation et un dialogue ouvert pour garantir que les contraintes choisies reflètent nos valeurs communes et servent le bien-être général. Votre vision d'un avenir où nous trouverons un point d'équilibre naturel est optimiste et suggère que, malgré les défis actuels, il y a une tendance vers la stabilité. Cependant, il est essentiel de rester vigilant et de s'assurer que les mécanismes de contrainte ne deviennent pas oppressifs et que les libertés fondamentales soient préservées. Merci pour cette conversation stimulante et réfléchie. Pensez-vous que l'engagement civique et la responsabilité sociale sont des éléments clés pour naviguer dans cette dynamique entre contrainte et liberté?